des hommes aux semelles de vent. رجال بنعال من ريح. Itinérance en Méditerranée. رحلة في حوض المتوسط. Grande traversée. Aude-Émilie Judaïque et Thomas Duter. Tyr, sur la côte phénicienne, au mois d'août 332 avant Jésus-Christ. Voilà 7 mois que les Tyriens résistent. 7 mois que la ville fortifiée, réputée imprenable, n'est plus que l'ombre d'elle-même. 7 mois que la population est affamée par un blocus imposé par Alexandre le Grand. Autrefois, Tyr était une glorieuse cité phénicienne, dressée sur une petite île rocheuse tournée vers la mer, au cœur du commerce méditerranéen. Mais Tyr ne fera pas le poids face à la machine de guerre et à l'obstination d'Alexandre. Tant était grand son rêve d'union entre Orient et Occident. Peu à peu, c'est toute la Phénicie qui sera hellénisée. Elle verra ses dieux entrer au panthéon grec et ses héros intégrés à la littérature d'Homère ou encore de Virgile. Finalement détrônée par la culture hellénistique, la société phénicienne aura pourtant fait naître une civilisation singulière, brassant et métissant les diverses influences venues de tout le pourtour du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage ? Le territoire historique de la Phénicie, Liban, Syrie, Palestine et Israël, est en proie à de violents tourments. Réfugiés et exilés affluent de toutes parts. Pour éclairer cette actualité à la lumière de l'Antiquité, je recevrai autour de 10 heures l'historienne Jeanne Sfer, le géographe Kamel Doraï et la chanteuse Camilla Joubran, qui nous accompagnera aussi en musique pendant toute cette émission. Mais sans plus tarder, l'historienne Josette Elahi dresse pour nous le portrait de ces Phéniciens qui aujourd'hui encore vivent dans l'ombre des Grecs. Toi qui es assise au bord de la mer et qui commerce avec les peuples de tant d'îles, ceux qui t'ont bâti ont su parfaire ta beauté. Tu étais Éden, le jardin de Dieu. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Le fin lin d'Égypte, avec des broderies, te servait de voile et de pavillon, et des étoffes teintes en bleu et en pourpre formaient tes tentures. Juda et le pays d'Israël commerçaient avec toi. En échange de tes marchandises, ils donnaient le miel, l'huile et le baume. L'Arabie et tous les princes de Kédar commerçaient avec toi. Ils pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Tous commerçaient avec toi, échangeant les riches étoffes contenues dans tes coffres en bois de cèdre contre de l'or, des pierres précieuses, des cornes d'ivoire et de l'ébène. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, tu étais au cœur des mers. Mais un vent d'Orient t'a brisé, ton éclat a corrompu ta sagesse. Par la grandeur de ton commerce, tu as péché. Ô Tyr, quand ma prophétie s'accomplira, tu tomberas de la poche de l'histoire.
Qui te poussera de nouveau vers la mer? Qui étaient-ils, ces Phéniciens? Une branche du peuple sémite, venue sans doute du fin fond des déserts de l'Asie. Après une longue et mystérieuse migration, ils se sont d'abord arrêtés au 2e millénaire avant Jésus-Christ, le long des côtes de la Méditerranée orientale, dans ce qui est aujourd'hui le Liban. Là, ils ont fondé des ports, Byblos, Sidon et Tyr. Puis ce petit peuple, cerné de grands empires terrestres, se tourne vers le large. Les nomades du désert deviennent des nomades de la mer, des commerçants et des marins, les meilleurs de l'Antiquité. Avant les Juifs, et comme les Juifs, les Phéniciens sont jalousés pour leur astuce et leur richesse, accusés de duplicité, contraints de cacher les secrets de leur religion et de leur savoir-faire. Enfin, pour survivre, ils sont eux aussi condamnés à l'errance. La Phénicie n'était pas un État comme nos États modernes. C'était un ensemble de petites cités-États, un petit peu comme les cités grecques antiques, qui comprenaient une ville principale, un petit territoire agricole avec d'autres villes et des villages. Ces cités se trouvaient sur les côtes du Proche-Orient, essentiellement au Liban, un petit peu en Syrie et un petit peu en Israël. Alors, sur ces côtes, il y avait une étroite plaine côtière, donc elles étaient coincées entre la mer et une haute chaîne de montagnes. En Syrie, c'était les monts Alaouites. Au Liban, c'était la chaîne du Liban qui est très élevée. Par exemple, au nord Liban, on a le Cornet as-Saouda qui culmine à plus de 3000 mètres. Et en Israël, c'est la chaîne s'abaisse, mais il y a quand même les monts de Galilée, de Samarie et de Judée. Les principales cités phéniciennes du nord au sud, on commence par la Syrie. On avait d'abord la cité d'Arwad, qui s'appelle aujourd'hui Rouad, qui se trouvait sur une île. Sur cette île, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de quoi faire des cultures, donc ils possédaient en face, sur la côte syrienne, un territoire à l'emplacement de la ville actuelle de Tartous. Et ils avaient aussi en face les monts Alaouites dont ils faisaient venir des réserves de bois. En descendant vers le sud, au Liban, on arrive à la cité moderne de Tripoli, qui s'appelait déjà Tripoli dans l'Antiquité. Alors, il faut savoir quand même que toutes les cités phéniciennes se trouvent sur la côte et elles se trouvent donc sous les villes modernes parce que toute la côte, aussi bien en Syrie qu'au Liban ou en Israël, est bétonnée et c'est très difficile, on n'a pas pu faire des fouilles. Il y avait aussi les forteresses des croisés qui sont construites sur les sites phéniciens, par exemple à Tripoli. On avait la forteresse des comtes de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles.
Alors, en descendant vers le sud, on arrive à la cité de Byblos, qui était une petite cité sacrée. En descendant encore vers le sud, on arrive à Beyrouth, qui s'appelait Berytus dans l'Antiquité. Et là aussi, il y a la forteresse des Croisés, mais il y a eu la guerre civile du Liban, qui a eu au moins un côté positif. Elle a permis de fouiller le centre-ville et de fouiller donc la ville phénicienne. Il y a eu une centaine de chantiers de fouilles avec des équipes internationales. Donc on a trouvé l'ancien port phénicien et la ville ancienne avec le tel central de la cité. En descendant toujours vers le sud, au Liban, on arrive à Sidon. On a quelques îlots au large de Sidon où les Sidoniens avaient installé un avant-port et à part ça, ils avaient 2 ports comme dans toutes les cités phéniciennes selon l'orientation différente des vents. Ça permettait aux navires de se mettre à l'abri. En descendant encore 20 km vers le sud, on arrive à la ville de Tyr qui s'appelle aujourd'hui Sour. Alors Tyr était dans l'Antiquité une île qui se trouvait à 500 mètres de la côte. Ensuite, alors vers le sud, on a d'autres villes qui appartenaient aux grandes cités phéniciennes, à Tyr et Sidon. En Israël, on a Dor, Jaffa, et on va jusqu'à Ashkelon, qui appartenait aussi à un moment donné à la cité de Tyr. J'ai longtemps cru que mon père avait du sang sur les mains. Ce n'est que vers l'âge de 12 ans que je compris qu'il n'avait égorgé personne et que la couleur pourpre qui tachait ses doigts était celle du murex, ce coquillage qu'il ramassait chaque jour sur les plages de ma ville natale, Tyr. Son atelier était situé loin des habitations à cause de l'odeur nauséeuse qui s'en dégageait. C'est là que les murex étaient stockés, puis concassés et macérés dans l'eau pour donner un liquide à la couleur pourpre utilisé comme teinture. Les étoffes ainsi colorées se négociaient à un prix élevé. Mon père les vendait aux commerçants d'Égypte ou d'Athènes. Il y a eu, à un moment donné, d'excellentes relations, c'est au Xe, IXe siècle, entre le royaume de Tyr, les rois de Tyr, et le royaume d'Israël, le roi David et Salomon. C'était des royaumes voisins qui avaient à peu près la même disposition, les mêmes ambitions. Ils sont entrés en contact. Le roi Salomon, David puis Salomon, avait besoin des Phéniciens pour, par exemple, construire le temple de Jérusalem. Ce sont les Phéniciens qui ont construit le temple de Jérusalem. En échange, Salomon leur donnait des vivres, du blé, parce que le royaume de Tyr n'avait pas beaucoup de céréales. Il n'avait pas très peu de place sur sa plaine étroite. À l'époque du roi Akab a épousé la fille du roi de Tyr, Jézabel, la fille d'Ithobal, et elle a introduit à Samarie, donc qui était la capitale d'Israël, toutes les coutumes et le luxe phénicien. Elle a introduit aussi ses dieux, et évidemment les prophètes bibliques n'étaient pas d'accord, et ça s'est très mal terminé. La Phénicie, c'est un nom qui a été donné à la région par les Grecs. Au 2000 ans avant notre ère, la région s'appelait Canaan. Les habitants de cette région, qui était plus vaste que la Phénicie, s'appelaient les Cananéens. Alors c'est très curieux parce que ce nom a disparu pendant l'histoire de la Phénicie, qui va donc d'environ 1200 avant notre ère jusqu'à 332,
au moment de la prise de Tyr par Alexandre. Ce nom cananéen a disparu, Canaan a disparu. On le retrouve au IIe siècle avant notre ère sur des monnaies de Beyrouth qui s'appelaient Laodicée en Canaan. Et on le retrouve une autre fois, mais c'est très rare, chez saint Augustin, qui parle au Ve siècle de notre ère, des paysans qui sont autour de Carthage et qui s'appellent les Cananéens. Donc, on ne sait pas si ce terme était utilisé par les Phéniciens pendant leur histoire. En revanche, le nom qui leur a été donné par les Grecs, c'était Phénicie. Alors, Phénicie, ça vient du grec phoinix, qui signifie la couleur rouge. Et là-dessus, on a bâti toutes sortes d'hypothèses. Pourquoi on les appelait comme ça? Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de soleil, ils avaient le teint basané comme les peaux rouges, ou bien parce qu'ils pratiquaient l'industrie de la pourpre. Ils prélevaient dans les coquillages appelés murex une petite glande qui leur donnait la couleur pourpre. Ça, c'est peut-être une hypothèse plausible. Alors, comment s'appelaient les Phéniciens eux-mêmes? Ils s'appelaient par le nom de la cité. Les Tyriens, les Aradiens, habitants d'Arwaz, les habitants de Byblos, les Sidoniens, etc. Alors, ces cités qui étaient extrêmement morcelées, à partir de 1200, elles ont été obligées de se regrouper à cause de l'invasion ce qu'on appelle les peuples de la mer, de grands mouvements de migration. Mais il y avait aussi des mouvements qui venaient de l'intérieur, par exemple les Araméens qui les ont poussés vers la côte, et les Hébreux ou Israélites aussi qui les ont poussés dans ce sens. Au nord, il y avait aussi des peuples de la mer qui se sont installés, qui les ont poussés vers le centre, et au sud également les Philistins qui venaient de la Crète, et qui ont donné ensuite les Palestiniens, qui ont formé la Palestine, qui les ont poussés aussi vers le centre. Donc, si vous voulez, il y avait une concentration de cités qui finalement se sont tournées vers une expansion maritime parce qu'il n'y avait plus de possibilité d'expansion vers l'intérieur et qui avaient des intérêts communs, mais qui aussi se jalousaient. Il y avait une concurrence, notamment pour le territoire, comme elles étaient coincées, par exemple, Sidon était très coincé entre Beyrouth et Tyr. Finalement, Beyrouth est devenue une possession sidonienne. Beyrouth était une cité indépendante 2000 ans avant notre ère, mais ensuite elle est tombée sous la coupe de Sidon. Donc elles avaient des intérêts communs, une même vocation commerciale maritime, elles avaient aussi une même langue, des divinités communes, des institutions politiques qui se ressemblaient. Les institutions phéniciennes étaient de type monarchique. Il y avait un roi, la succession se faisait par le fils ou par le frère, et il y avait aussi des organismes qui limitaient le pouvoir royal. Il y avait un conseil des anciens, comme dans la plupart des cités de la région, un conseil des 100, alors c'était un organisme oligarchique, les 100 citoyens les plus riches, et il y avait aussi une assemblée du peuple. Alors cette assemblée du peuple fait qu'il y avait une composante démocratique. On a beaucoup dit que l'invention de la démocratie s'est faite à Athènes par les Grecs, on en parle beaucoup, mais en réalité elle existait déjà, sous cette forme, chez les Phéniciens et de façon beaucoup plus ancienne en Mésopotamie. À Sumer, il y avait une assemblée du peuple aussi. Maintenant, la démocratie que l'on vante aujourd'hui comme modèle, la démocratie athénienne, qu'est-ce que c'était en réalité ? Il n'y avait que les citoyens hommes qui participaient au pouvoir. En étaient exclus les femmes, les étrangers et tous les esclaves. Parce que la majorité de la population dans l'Antiquité, dans tous les États antiques, était formée par les esclaves. Donc cela, évidemment, n'avait pas droit à la parole. Mon oncle Gerbal, lui, était un grand navigateur. Il était puissant, avec sa haute stature, ses épaules carrées, ses bras cordés de muscles et de larges mains rêches. Il avait le teint hâlé, les paupières éraillées par le vent, le nez proéminent, et entre les sourcils, la fière ride verticale de l'homme de caractère.
Toute l'année, il écumait la Grande Mer avec sa majestueuse birème. Sa proue était décorée d'une tête de cheval et ornée de 2 grands yeux censés rendre la route plus visible et intimider les ennemis. Mon oncle rapportait de ses expéditions des marchandises variées, cornes d'ivoire, escarboucles, œufs d'autruche, coraux, rubis, résines, fer forgé, aromates, mais aussi des histoires extraordinaires qui me faisaient rêver. Alors, l'emplacement de ces cités est très important parce qu'elles occupent une situation stratégique et du point de vue économique d'abord, parce qu'elles se trouvaient à un carrefour entre 2 axes nord-sud, les routes commerciales entre la Turquie et l'Égypte, et un axe est-ouest entre la Mésopotamie et la Méditerranée. Elles jouaient un petit peu le rôle, si vous voulez, de porte de l'Orient, donc un rôle commercial central. Du point de vue stratégique, elles occupaient également un emplacement très important pour les grandes puissances de l'époque. C'est-à-dire, au nord, il y avait les Hittites, les empires hittites. Il y avait à l'est, alors les Assyriens, les Babyloniens, puis les Perses. Mais tous ces peuples arrivaient en Phénicie par le nord, parce qu'ils ne pouvaient pas traverser le désert de Syrie. Donc, c'était surtout au nord qu'il y avait toutes ces grandes puissances qui débarquaient. Et au sud, on avait l'Égypte. Donc, il y avait, si vous voulez, les cités phéniciennes étaient une sorte de terrain d'affrontement entre les grandes puissances. Donc elles se trouvaient comme des pions, si vous voulez, placés dans leur terrain d'affrontement. D'autre part, elles étaient convoitées aussi par les grandes puissances. Pourquoi ? Parce que d'abord, les montagnes libanaises, syriennes et israéliennes étaient couvertes d'épaisses forêts, de cèdres, de pins, etc. Mais cela permettait, par exemple, de construire des navires et d'aller chercher des ressources maritimes. Donc les cités phéniciennes ramenaient chez eux des ressources assez extraordinaires, de l'or, de l'argent, des singes, des pans, des objets qui faisaient envie aux grandes puissances. Donc elles étaient convoitées. Et comme, si vous voulez, leur situation géopolitique ressemble un petit peu, par certains côtés, à la situation du Liban au cours de l'histoire. Quand ses yeux se lassaient de scruter l'horizon, mon oncle se distrayait en me racontant des histoires où il était question de découvertes fantastiques et de trésors cachés. Hanon était roi des Carthaginois, dans les pays de Libye. Un jour, il décida de naviguer au-delà des colonnes d'Hercule pour fonder une colonie. Il embarqua donc 30 000 hommes et femmes à bord de 60 navires de guerre. Après avoir navigué pendant 2 jours, Hanon fonda une première cité, où il érigea un temple dédié à Baal Saphon, le dieu de la navigation. Il vogua ensuite en direction de l'Est et fonda 5 nouvelles cités. Il atteignit ensuite la rivière Lixus, qui vient de Libye, et au-delà de laquelle des nomades appelés Lixites font paître leurs troupeaux. Hanon resta un certain temps avec eux, et ils devinrent amis. Dans l'arrière-pays, un
infestés de bêtes sauvages et hérissés de grandes montagnes, vivaient des Éthiopiens inhospitaliers. Parmi eux habitaient, disait-on, des troglodytes d'allure étrange, capables de courir plus vite que des chevaux. Anon et son équipage naviguèrent ensuite pendant 2 jours en direction du sud, le long d'un rivage désertique. Ils arrivèrent finalement à l'extrémité d'un lac, rempli de sauvages vêtus de peaux de bêtes, qui leur jetèrent des pierres et les empêchèrent de débarquer. L'histoire de la Phénicie se situe entre 1200, c'est-à-dire la période des grands bouleversements et grandes migrations de population, qui a provoqué la chute des empires aussi. Donc elles se sont regroupées vers la mer, elles ont formé une sorte d'entité. Et la dernière conquête de Tyr par Alexandre qui a mis fin à la Phénicie indépendante. Ensuite, la Phénicie a été hellénisée. Mais tout de même, il faut savoir, alors le problème de l'origine des Phéniciens. Certains auteurs anciens disent les Phéniciens étaient des autochtones, d'autres ont dit ils viennent d'ailleurs, ce sont des immigrants, par exemple du golfe Persique. Alors tout ça c'est possible, on a trouvé d'ailleurs dans le golfe Persique des îles qui s'appelaient dans l'Antiquité Tyros et Arados, du nom des cités phéniciennes. Et continuellement ces cités ont été habitées, donc il y a un noyau permanent de population. Et ces cités étaient déjà des cités, par exemple Byblos, au 5000 ans avant notre ère, était déjà une ville occupée. Donc il y a une continuité, moi c'est ce que j'appelle les proto-phéniciens. Avant l'histoire de la Phénicie, il y a les proto-phéniciens, il y a une continuité, et aussi ensuite une rupture en 1200. L'invasion des peuples de la mer, c'est quelque chose qui s'est produit d'abord sur plusieurs générations, mais essentiellement vers 1200 avant notre ère. Ils venaient de Crète, ils venaient aussi de Turquie, ils venaient également... Alors, le problème, c'est qu'avec ces migrations, on ne sait pas grand-chose, mais c'est un effet de boule de neige. C'est-à-dire, par exemple, en Turquie, il y avait une famine. Donc les populations étaient obligées d'aller chercher de la nourriture ailleurs, se déplacer et du coup chasser d'autres populations. Donc c'est vraiment un effet de boule de neige. Et il y avait aussi des gens qui profitaient de la situation et qui faisaient de la piraterie. Il y avait des pirates, comme les fameux Chardanes. Alors, les peuples de la mer se sont certainement mélangés à la population, mais de toute façon, les cités phéniciennes, ces ports côtiers, voyaient le passage de nombreux voyageurs, commerçants, etc. Il y avait un brassage de population permanent. Et par la suite, lorsque les cités phéniciennes ont été dominées par les Assyriens, les Babyloniens et les Perses, il y a eu ce que l'on appelle les déportations de population. C'était ainsi que ces empires fonctionnaient. Lorsque une cité était rebelle, on s'en emparait et on déportait sa population dans une autre cité à l'est, loin à l'est, dans une autre cité qui avait été rebelle aussi, et on échangeait les populations. Donc ces déportations, c'était une pratique courante. Vous voyez, donc il y a eu un mélange incessant, un brassage incessant de populations. Poursuivant leur route, ils empruntèrent une grande rivière, infestée de crocodiles, d'hippopotames et d'éléphants. Naviguant encore 12 jours d'affilée vers le sud, ils atteignirent un immense golfe, appelé Corne de l'Occident. En longeant la côte, ils découvrirent une île couverte d'arbres dont le bois dégageait un parfum délicieux. Ils mirent pied à terre. De jour, on ne pouvait rien voir d'autre que la forêt. Mais une fois la nuit venue, des feux s'allumèrent partout et des cris effroyables s'élevèrent dans la nuit. Gagnés par la peur, ils levèrent l'ancre. Des torrents de feu et de lave se répandirent jusque dans la mer.
poursuivirent leur voyage pendant encore 3 jours et atteignirent un golfe appelé Corne du Sud. Leur ravitaillement étant épuisé, ils décidèrent de rentrer à Carthage. Aujourd'hui encore, le périple d'Anon reste gravé dans la pierre du temple de Cronos. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Les Phéniciens sont très connus par l'invention de l'alphabet. C'est d'ailleurs paradoxal parce que ces gens qui ont inventé l'alphabet nous ont laissé très peu de sources écrites. Alors pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit, les cités phéniciennes se trouvaient sous les villes modernes, donc on n'a pas conservé les monuments, et ils écrivaient sans doute sur des supports périssables comme du cuir ou des papyrus, et ces archives ne se sont pas conservées dans le sol humide du Liban. Alors, les écritures antérieures étaient très compliquées, il y avait énormément de signes. Par exemple, un akkadien, c'était une écriture syllabique et il y avait énormément de signes et Monsieur Tout-le-Monde ne pouvait pas écrire dans cette langue, il fallait donc qu'il y ait des scribes professionnels. Donc pendant tout le 2e millénaire avant notre ère, il y a eu des essais d'alphabet. On a senti la nécessité de créer un alphabet simplifié, surtout dans la 2e moitié du 2e millénaire. Il y a eu plusieurs essais dont on ne sait pas grand-chose et qui n'ont pas eu de lendemain. Alors donc, le premier alphabet qui a fait date et qui s'est diffusé, c'est l'alphabet phénicien qui semble avoir été inventé à Byblos, en tout cas d'après l'état actuel de la documentation. C'était un alphabet de 22 lettres qui se lisait de droite à gauche, ça se disait comme dans l'arabe moderne, et qui ne notait pas les voyelles. Alors cet alphabet a été diffusé un peu partout, d'abord au Proche-Orient et également en Orient. Il a été diffusé vers les Grecs. En tout cas, les Grecs ont pris les mêmes signes, mais ils les ont un petit peu modifiés. Par exemple, le A, qui est formé par un angle traversé par un trait en phénicien, devient en grec et se redresse, ça devient le alpha. Et ils ont changé le sens de l'écriture. Au lieu de lire de droite à gauche, on lit de gauche à droite. Ils ont rajouté des voyelles. Et c'est sous cette forme que l'alphabet nous a été transmis. L'expansion phénicienne s'est produite donc depuis le début de l'histoire phénicienne, mais la colonisation proprement dite a commencé un peu plus tard, sans doute vers le 9e siècle avant notre ère. Alors qu'est-ce qui a poussé les Phéniciens à prendre la mer ? Bon, je dirais d'abord que c'était quelque chose de naturel chez eux. Imaginez les gens d'Arwad qui étaient sur leur île. S'ils voulaient aller vers la côte, il fallait qu'ils prennent la mer avec leur bateau. Et d'autre part, les montagnes, elles pouvaient servir de refuge à l'occasion. Par exemple, plus tard dans l'histoire, les chrétiens maronites persécutés s'y sont réfugiés, donc elles pouvaient servir de refuge. Elles servaient de ressources forestières, mais elles étaient difficiles à traverser. Donc la mer était quelque chose de naturel. Les Phéniciens étaient de très bons marins. C'était aussi des aventuriers. Il y a eu des missions d'exploration très intéressantes.
Mais c'était de très bons commerçants. Ils ont commercé un peu partout dans la Méditerranée, mais on les trouve aussi ailleurs. On a trouvé des traces de commerce, de passage de commerçants phéniciens jusque dans les Canaries, dans l'île volcanique de Lanzarote. Alors on a trouvé un symbole phénicien qui est le signe de Tanit. Ça, c'est très caractéristique du passage des Phéniciens. Ça se présente sous la forme d'un cercle qui représente la tête de la déesse Tanit, qui est posé sur un triangle qui représente le corps, avec un trait transversal qui représente les bras. Donc on a trouvé un signe de Tanit à Lanzarote, on en a trouvé un autre en Bretagne, en France. Alors pourquoi en Bretagne? Ça s'explique très bien, parce qu'il fallait aux Phéniciens de l'étain pour fabriquer du bronze. Ils avaient du cuivre dans l'île de Chypre, toute proche de la Phénicie, mais il fallait aller chercher l'étain en Grande-Bretagne. Donc il fallait passer par le détroit de Gibraltar, remonter l'Espagne et le Portugal et les côtes françaises de Bretagne pour aller le chercher. On trouve également le passage des Phéniciens dans les Açores, jusqu'aux Açores. On a trouvé un trésor de monnaie carthaginoise. Nos hommes avaient fondé Carthage, découvert Huelba, Lixus et Gadès, fait le tour de l'Afrique. Ils étaient allés au-delà des limites du monde, mais ce n'était pas assez. Ils parlaient avec enthousiasme de terres inconnues, dessinaient des cartes aux contours improbables, rêvaient de peuples sauvages et de mines inexplorées. Ils pensaient qu'il leur suffisait, à chaque traversée, de naviguer plus longtemps que la fois précédente pour atteindre des îles Vierges. Alors, il faut savoir d'abord que la colonisation phénicienne a suivi plusieurs étapes. Il y a eu d'abord une sorte de précolonisation, c'est-à-dire que les commerçants allaient depuis le début de leur histoire, 12e, 11e, 10e siècle, commercer, on trouvait des objets phéniciens. Deuxième étape, on a eu des ateliers phéniciens qui se sont installés, des bronziers, des potiers, etc. Et troisième étape, ce qu'on appelle la colonisation phénicienne, mais le terme n'est pas tout à fait exact, on va y revenir, ils installaient des comptoirs. Alors les comptoirs, c'était simplement pour que leur commerce se passe de façon plus facile. Ils étaient toujours en bon terme avec les populations locales. Ils ne s'installaient que dans les endroits où les populations locales les acceptaient. Et ils ne prenaient pas de territoire, ils s'installaient simplement sur la côte. Donc les premières colonies, entre guillemets, phéniciennes, il y a eu d'abord à Chypre, c'était l'île voisine, Kition, aujourd'hui Larnaca, en Tunisie, au nord de la Tunisie Utique, au sud de l'Espagne, Gadès, qui correspond à la ville de Cadix, et au nord du Maroc, Lixus, qui correspond à la ville de Larache. Carthage. On en cherche en vain les traces, ici, près de Tunis, où 3000 ans d'histoire ont laissé leur empreinte, comme l'explique le professeur Gilbert Charles Picard. Nous sommes dans un lieu chargé d'histoire, à l'endroit même où nous sommes une villa romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ. Devant nous, nous avons l'histoire la plus récente de la Tunisie, nous avons le palais du président Bourguiba, dans l'axe même d'une des rues de la Carthage romaine. Tout autour de nous, les collines les plus célèbres, la colline de Byrsa, acropole de Carthage, lieu de la dernière résistance contre les Romains. Par ici, Sidi Bou Saïd, avec son prestige de vieille cité musulmane. Et enfin, tout à fait de l'autre côté, au bord de la mer, ces lagunes dont on sait aujourd'hui de façon certaine que ce sont bien les ports de Carthage et que c'est sans doute là qu'ont débarqué les Phéniciens conduits par la reine Didon, venus chercher refuge en Afrique.
Sur la fondation de Carthage, on possède un seul récit de l'historien latin Justin. Ça s'est donc passé d'après lui, 814 avant notre ère, 9e siècle. Le roi de Tyr était alors un tout jeune roi qui s'appelait Pygmalion, et il avait une sœur d'une remarquable beauté, Élissa, qui s'est mariée avec le grand prêtre du temple de Milcarte à Tyr, qui s'appelait Zacherbas. Alors, le jeune roi Pygmalion était très envieux des trésors du temple de Milcarte. Le temple avait de très riches trésors, et pour s'en emparer, il a fait assassiner le grand prêtre. Et il a demandé à sa sœur donc de lui transférer les trésors du temple. Élissa, qui était très, très maligne, a d'abord accepté et lui a dit que le lendemain, elle viendrait s'installer au palais en amenant les trésors du temple de Milcarte. Mais pendant la nuit, elle a réuni tous ses partisans, tous les adversaires en fait de son frère. Ils ont mis les trésors sur une partie des bateaux de la flotte tyrienne, et les principaux opposants sont donc partis pendant la nuit, se sont enfuis, et au petit matin, Pygmalion a vu que sa sœur avait disparu et qu'une partie de la flotte tyrienne avait disparu. Élissa, avec sa flotte, est arrivée à Chypre, dans l'île de Chypre. Elle a été très bien accueillie par le clergé local, le grand prêtre de Jupiter. Des gens de Chypre se sont joints à l'expédition, et elle a aussi décidé d'amener des jeunes filles, parce qu'il fallait des femmes pour les jeunes Tyriens. Alors elle a pris 80 jeunes filles qui se trouvaient sur le rivage, sur la plage chypriote, en train de se livrer à la prostitution sacrée. C'était une coutume phénicienne. Alors l'expédition a continué vers l'ouest et est arrivée à Tunis, dans la baie de Tunis, plus exactement au nord de cette baie, à Carthage, qui est un quartier résidentiel de Tunis, où on a le palais présidentiel, où habitent aujourd'hui de riches Tunisiens. Et elle s'est arrêtée et elle a demandé aux habitants de Carthage si elle pouvait se reposer un petit moment avec ses compagnons. Les habitants de l'endroit lui ont dit qu'elle pouvait se reposer sur le périmètre d'une peau de bœuf. Pour s'établir ici, Élisa va user d'astuce. Au cours d'une fête qu'évoquent peut-être ces fines gravures d'ivoire retrouvées à Carthage, elle convainc un chef indigène de lui céder autant de terrain que peut en contenir une peau de bœuf. Puis elle fait couper cette peau en fines lanières qui, mises bout à bout, entourent un vaste territoire où s'installent ses colons. Alors, Carthage est devenue une grande métropole. Elle était située à un emplacement très important, c'est-à-dire au milieu de la Méditerranée, entre les deux bassins, Méditerranée orientale et occidentale. Et au début, elle envoyait beaucoup de richesses à la cité de Tyr, qui était toujours très importante. Et elle avait d'excellentes relations. Puis peu à peu, elle a conquis son indépendance. Elle est devenue une métropole autonome de Tyr. Et elle a conquis le territoire, un territoire autour de sa cité, ce qui était contraire au comptoir phénicien. Et elle a fondé elle-même des colonies. Mais les Carthaginois ont de sérieux concurrents sur la mer. Les Grecs, les fils d'Ulysse, qui lui aussi a fait le tour de la Méditerranée. Les Grecs, eux, ont occupé le nord de la Méditerranée. Ils ont conquis l'Asie mineure, vaincu Troie, pénétré dans la mer Noire où ils commerçaient avec les barbares. Ils se sont étendus vers l'ouest aussi. Ils ont colonisé tout le sud de l'Italie, qu'ils ont baptisé la Grande Grèce, se sont installés en Sicile, ont fondé des comptoirs jusqu'en Gaule comme Massilia, Marseille.
Entre les Grecs et les Phéniciens, au début, il y avait une très bonne entente. On voit par exemple dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, il dit beaucoup de bien des Phéniciens. Ce sont de bons navigateurs, de magnifiques artisans, du bronze en particulier. Mais par la suite, cette image s'est un petit peu dégradée. Mais il faut dire que pour les Grecs, tout ce qui n'était pas grec était des barbares. Alors les Phéniciens sont devenus des gens frustes, qui enlevaient des femmes, qui étaient aussi des négriers, mais enfin ça se faisait à l'époque, mais qui étaient des voleurs, des tricheurs, etc. Alors, au début, tantôt ils se partageaient les marchés, mais dans quelques cas, il y avait des situations de concurrence. En Sicile, les cités phéniciennes étaient installées à l'ouest de la Sicile, elles ne prenaient pas beaucoup de place, c'était des petits comptoirs, Motia, Solonte, tandis que les cités grecques, elles avaient installé de bonnes cités avec des territoires à l'est, Syracuse, Agrigente, etc. Et évidemment, elles menaçaient les cités phéniciennes. Donc les Carthaginois, qui n'étaient pas très loin de la Sicile, intervenaient pour protéger les cités phéniciennes. Et il y a eu une période de 3 guerres successives, les guerres gréco-puniques, au 5e et au 4e siècle. Delenda est Carthago. Caton l'Ancien et ses amis ne cessent de le répéter au Sénat. Il faut détruire Carthage. Après 3 ans de siège et un hiver de famine, Scipion Émilien, qui est le petit-fils adoptif du grand Scipion, donne l'ordre de l'assaut final. Six jours et 6 nuits, on se bat de maison en maison, au milieu d'un océan de flammes. Rome attendra 100 ans avant d'oser créer une nouvelle ville. Romaine, celle-là, sur les cendres de Carthage. Et pour faire à son tour de l'Afrique du Nord une riche colonie. Mais la sauvage destruction de Carthage hante encore les consciences. C'est pourquoi Virgile a écrit l'Énéide, pour laver Rome de ce crime et le justifier par des légendes. On a beaucoup parlé du miracle grec, entre guillemets, parce que à l'époque classique de la Grèce, n'est-ce pas, 5e, 4e siècle, il y a des œuvres extraordinaires de sculpture, etc. Mais pendant la Grèce archaïque, la Grèce a puisé ses thèmes en Orient, au Proche-Orient, ces thèmes artistiques. Il y a l'invention de l'alphabet, etc. Donc le Proche-Orient et la Phénicie, entre autres, pas seulement la Phénicie, nourrit la culture grecque à l'origine. Et ensuite, il y a une sorte d'inversion, c'est-à-dire au 5e, 4e siècle avant notre ère, c'est la Grèce qui influence plutôt la Phénicie. Influence culturelle, dans le domaine artistique, mais probablement aussi dans le domaine des coutumes. Alors, on s'en rend compte particulièrement à Sidon. Par exemple, le roi Abdashtart Ier, qui était appelé par les Grecs Straton, il avait de très bonnes relations avec Athènes. Il a fait construire à Sidon, sur le podium du temple phénicien, un temple qui était grec à l'extérieur et phénicien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait des colonnes grecques et des sculptures grecques sur le fronton extérieur. Et à l'intérieur, le toit, par exemple, était en bois de cèdre, etc. Donc c'est un roi qui avait une double culture. C'est un petit peu un modèle de tolérance, disons, parce que la Phénicie était la porte de l'Orient ou la porte de l'Occident, selon la façon dont on la regarde. Et à cette époque-là, il y avait aussi une grande tolérance religieuse. Il n'y a jamais eu de conflit religieux parce que c'était un polythéisme. Donc, chaque cité avait plusieurs dieux et elle pouvait éventuellement accueillir un roi étranger. Si on trouvait qu'un roi étranger avait plus de pouvoir qu'un roi local, on l'introduisait dans le panthéon local. Donc, le polythéisme, c'était une garantie de l'absence de conflits religieux. En tout cas, c'est ce qu'on constate.
Alors, il y a une recherche à la mode ces dernières années qui est la recherche des Phéniciens à travers les Libanais actuels à travers le monde, par la recherche ADN. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai quelques doutes là-dessus parce que, d'abord, il y a eu ce brassage de population qui n'était pas seulement sémite. Il y a des Aryens, il y a toutes sortes d'origines. Et ensuite, lorsqu'on fait des prélèvements ADN dans un site, il faut être sûr que c'était bien un Phénicien. C'est sur un Phénicien qu'on le prélève. C'était peut-être sur un étranger grec de passage ou mésopotamien. Donc les recherches ADN, pour moi, me paraissent très compliquées parce que c'est vraiment un creuset de civilisation, de population, d'art absolument différents, de langues aussi. Il y a au Liban ceux qui se revendiquent des Phéniciens, d'origine phénicienne, qui exagèrent d'ailleurs parce que la Phénicie pour eux s'étendant de la Turquie à l'Égypte. Et puis il y a ceux qui nient l'existence des Phéniciens et qui font commencer l'histoire aux prophètes. Alors ça, c'était effectivement un gros problème. Si on arrivait à enseigner dans les écoles libanaises de façon sereine l'Antiquité, je crois que ça serait une bonne chose. Mais je crois que c'est impossible parce que, récemment, là, je citais justement sur France Culture un professeur de l'université libanaise. Une partie de ses étudiants lui demandait « Est-ce que nous descendons des Phéniciens ?» et les autres « Est-ce que nous descendons des Arabes ?» Alors, la question étant difficile, elle l'évitait en disant « Nous descendons de l'Empire ottoman » qui a occupé la région à ce moment-là. Mais je crois que si on connaissait vraiment l'Antiquité, on pourrait comprendre les enjeux de cette région, les enjeux géopolitiques des cités phéniciennes qui correspondent dans une certaine mesure aux enjeux géopolitiques modernes. Le Liban a toujours été convoité, il y avait des projets de Grande Syrie, etc. Enfin, il y a toujours une convoitise des Phéniciens pour d'autres raisons aujourd'hui, paradis fiscal, etc., terminaux pétroliers. Donc, les cités phéniciennes, comme le Liban moderne, se trouvent à un mauvais endroit et ont beaucoup d'atouts qui sont convoités. C'est à la fois une chance et une malchance. Malgré mes rêves d'horizons nouveaux, j'aimais ma cité. Elle ressemblait à un vaisseau immense, ancré au milieu de la mer. L'été, le ciel était toujours bleu au-dessus de Tyr. La mer calme, sauf quand le vent, baptisé l'Africus, se levait sans prévenir, ébouriffant les palmiers et malmenant les voilures. L'hiver, les flots étaient si démontés que les navires étrangers préféraient rester en haute mer plutôt que de courir le risque de se fracasser contre nos récifs. Je ne me lassais pas d'écouter la rumeur des vagues battant les rochers, le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux, le roulis des galets qui s'entrechoquent, le frisoli du reflux sur les dunes blanches. J'aimais observer le mouvement ondulatoire de la houle,
le cortège des navires balisant l'horizon, le vol plané des mouettes au-dessus des mâtures, respirer les effluves marins qui embaument l'atmosphère, sentir les rayons du soleil s'insinuer dans mes pores et m'envelopper de leur chaleur, admirer le crépuscule quand l'eau brasille puis s'éteint et que l'horizon accueille dans sa couche l'orbe solaire qui rougit. Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils détruiront tes murs, Tyr. Ils abattront tes tours. Je ferai cesser le bruit de tes chants, Tyr, et l'on n'entendra plus le son de tes tambourins, de tes harpes et de tes flûtes. Je te réduirai à néant, et tu ne seras plus qu'un rocher nu. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans des solitudes éternelles. Ainsi, tu sauras que je suis le Seigneur, l'Éternel. On a souvent dit que les civilisations sont mortelles. En réalité, elles sont immortelles. Il suffit de savoir regarder autour de soi. La civilisation carthaginoise est en nous, nous la vivons encore. Dans ce village presque abandonné, nous voyons encore les traces, les témoignages qui nous font penser à Carthage et à sa civilisation. مرسوم طريق النحل أنا ومتكي عبابي مرقتنا حليب بكير غلت بزهور الغابي وصارت تعمل مشاوير. Merci à Josette Elahi, historienne, chercheuse au CNRS et à qui l'on doit une histoire de la Phénicie parue en 2013 aux éditions Perrin, ainsi qu'un roman historique sur le Liban, intitulé Le Survivant, édité par l'Harmattan en 2009. À noter également la sortie de son nouveau roman, intitulé L'ombre de Saddam, à paraître le 13 juillet chez Le Mieux Éditeur. Merci également à Émilie Chaudet, qui a donné corps et âme aux Phéniciens en nous livrant une libre adaptation du roman d'Alexandre Nadjar, Phénicia, réédité en édition Pocket en 2010. Merci enfin à Mohamed Rouabi, qui a magistralement interprété la prophétie d'Ézéchiel contre Tyr et Sidon. Dans quelques instants, nous évoquerons les territoires de la Phénicie à l'heure contemporaine. Mais pour le plaisir, restons encore un peu au pays du lait et du miel, avec l'incomparable Fayrouz qui, dans ce titre, nous invite à suivre le chemin des abeilles, Tari el-Nahal.
من فوق القصور أعلى من القصور أعلى من قباب العالي عم يكتب السطور إذا رح تهجرني حبيبي ورح تنساني يا حبيبي إذا رح تهجرني حبيبي ورح تنساني يا حبيبي ضل تذكرني وتذكر طريق النحل طريق النحل طريق النحل. France Culture. Les hommes aux semelles de vent. Itinérance en Méditerranée. Une grande traversée d'Odémilie Judaïque et Thomas Duterre. Comme on l'entendait dans le documentaire qui a précédé, on assiste actuellement à une réhabilitation de la culture phénicienne et même à une revendication de cette identité antique au Liban, notamment. Camilia Joubran, vous qui êtes née en Israël et exilée en France depuis 13 ans maintenant, que représente la Méditerranée pour vous ? La Méditerranée, c'est ma première mère. On était allés quand j'étais petite, avec mes parents. D'ailleurs, je suis née à Saint-Jean d'Acre. Et à l'époque, on n'était pas loin de la mer. On était dans la vieille ville, en fait. Et la mer était à 3 minutes à pied. Donc les vagues et les garçons qui nageaient, qui sautaient du mur ancien, de ce qui reste de mur de Saint-Jean d'Acre. Il y a toujours des murailles qui sont toujours dans la mer. Et les garçons, pour faire leur test de devenir les forts et les beaux et les courageux, on va grimper sur ces murailles-là et sauter dans l'eau. C'est-à-dire, ça fait quand même une vingtaine de mètres. Et c'est très rocheux. Je me souviens, mes cousins qui sautaient dans l'eau. Moi, j'ai pas nagé, j'avais peur, mais j'ai toujours admiré la mer. Quelques années plus tard, j'ai failli me noyer dans la mer, puisque j'ai pas appris à nager, mais j'ai toujours admiré la mer, donc je me suis laissée marcher dans l'eau, aller dans l'eau, se baigner, sans vraiment savoir nager. Et un jour, j'avais une mauvaise surprise. Du coup, j'avais beaucoup plus peur. J'avais plus de confiance, comme avant. Mais je l'admire toujours. Donc, c'est ça ce que j'ai pratiqué sur ma peau, comme on dit en arabe. Bijarrab ajildo, c'est-à-dire, et on paye de notre peau ce qui nous arrive, en fait. La Phénicie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Camilia Joubran ? Est-ce que ça a un sens particulier ou pas vraiment ? Parce que Saint-Jean d'Acre faisait partie du territoire historique de la Phénicie. Oui, on a appris un peu l'histoire antique, on dit, l'histoire antique, l'ancienne histoire, et en étudiant donc les civilisations qui existaient en Mésopotamie, et notamment aussi al-Hadara al-Finiqiya, la culture phénicienne. Et pour moi, c'était toujours quelque chose qui fascinant. C'est-à-dire, j'ai essayé d'imaginer comment ils ont réussi à bâtir ces très beaux bateaux
des navires, et qui ont voyagé, traversé la mer entre le Liban et jusqu'à l'Égypte, et peut-être ils ont allé plus loin. Bien sûr, ils sont allés à Afrique du Nord, et ils ont vraiment fait les grandes traversées, justement, les grandes traversées. Et pour moi, c'était, ça m'a fascinée, en fait. Et on m'a appris que peut-être nous, les gens qui habitent au Mashriq, on vient on a des liens avec cette civilisation phénicienne. Quels sont les liens? Je ne sais pas. Vous sentez moi, je le sens phénicienne? pas. Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. C'est un peu comme quand on nous dit nos ancêtres les Gaulois. Oui, ça nous peut-être. paraît aussi un peu loin et pas toujours très juste par rapport à nos réalités quotidiennes. Est-ce que c'est le même sentiment? Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils sont un grec par rapport à son histoire ancienne? C'est aussi, c'est imaginaire en fait. Mais je suis très loin de ça en fait. Vraiment, j'ai pas un lien direct. J'ai pas un accès direct non plus. En revanche, Camilla Joubran, votre musique, elle est porteuse d'une nostalgie de cette terre et de l'héritage culturel que porte cette région. Je peux dire que je suis née au nord d'Israël et à des parents palestiniens qui sont nés d'ailleurs avant l'établissement de l'État d'Israël. Et mes parents, chacun avait sa famille, et ses terrains, et son histoire. Et on m'a transmis tout ça à la maison, mais la culture, elle est là. Et on mange la même chose, et on a les mêmes odorats, et on partage les mêmes envies, presque, quand il s'agit de culture, de langue. Et cette culture, elle est là, elle est forte, et nous nourrit. سندعى إلى وليمة المرايا ونعرف سنرحل في روح الماء ونعرف سندخل سلافة السر Ma musique que je fais aujourd'hui, elle vient de la musique que j'ai appris quand j'étais petite. Et donc, le répertoire égyptien m'a beaucoup inspiré, ainsi que la grande série, Belad el-Cham. C'est-à-dire, quand on dit Belad el-Cham, l'histoire de Belad el-Cham est beaucoup plus proche que l'histoire de la civilisation phénicienne, ça c'est sûr. Vous, en plus, qui êtes artiste, on sait que derrière Belad el-Cham, il y a eu un bouillonnement intellectuel formidable entre Beyrouth, Damas, le Caire. Enfin, c'était vraiment l'émulation intellectuelle et artistique au sens large. Est-ce que, du coup, vous, en tant que musicienne, en tant que chanteuse, vous vous sentez peut-être plus liée à cette histoire-là de la Grande Syrie qu'à celle de la Phénicie? Nous ne sommes pas loin en Palestine. Même s'il y a les frontières entre Israël et la Syrie et le Liban, qui sont pas
franchies, c'est-à-dire on n'a pas un accès direct, c'est interdit. Ce sont des frontières fermées. Mais l'air circule et la culture circule. Et moi, je dois sentir ça et à travers les histoires qu'on m'a racontées, avec ce que mon grand-père, chaque fois quand j'étais petite, il était en train de s'habiller et je lui ai posé la question, tu vas où, grand-père? Il me dit, je vais aller à Cham. Donc, il m'a raconté une blague, mais pour lui, dans son esprit, peut-être à cette époque-là, à son époque, à lui, c'était possible de prendre des animaux ou bien des voitures et aller à Damas. C'est pas loin. Ou bien à Beyrouth. Il y a des gens qui encore racontent que à leur époque, quand ils étaient petits, ils ont fait ça. Et on a une culture très proche. On mange presque les mêmes plats, le même goût. On a les sonorités musicales sur lesquelles moi aussi, ça fait partie de ma culture, de mon histoire, que je perpétuais aujourd'hui, mais autrement, avec un autre regard, avec une autre pensée et autres rêves. Mais les racines, il vient de là. En vous écoutant, Kamilia Joubran, je me dis, finalement, les frontières sont toujours terrestres, mais elles n'empêchent pas les racines des arbres de passer dessous et de se rejoindre. C'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup. C'était un entretien avec Kamilia Joubran, enregistré le 21 mai dernier, au cours duquel elle nous a offert une version acoustique d'une partie de son répertoire. Continuons de questionner la culture de la mobilité sur ce qui fut la Phénicie, alors qu'aujourd'hui le Liban, la Syrie, la Palestine et Israël n'ont de cesse de se diviser et de s'entre-déchirer. Pour cela, je reçois à présent Jian Sfer, historienne, chercheuse à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles et auteure de L'exil palestinien au Liban, ouvrage paru en 2008 et coédité par Cartala et l'Institut français du Proche-Orient. Et au téléphone avec nous depuis Beyrouth, Kamel Doraï, géographe, chercheur au CNRS, membre du réseau Migrinter à l'Université de Poitiers et spécialiste de la question de l'asile et des réfugiés au Moyen-Orient. Jian Sfer, on le voit historiquement, les liens étaient très forts sur cette terre qui s'étend aujourd'hui du Liban à la Syrie, à Israël, à la Palestine. Ce Bilad el-Sham qu'on appelle aussi la Grande Syrie, c'était une région homogène depuis le Moyen-Âge, une région où les hommes et les idées circulaient librement, où l'on échangeait et l'on communiquait beaucoup d'ailleurs. Pourquoi ne retrouve-t-on plus aujourd'hui trace de cette unité dont parle Kamilia Joubran ? Alors d'abord, il y a une chose, c'est que cette unité, elle a été aussi un peu imaginée et un peu mythifiée par les Arabes. On voit aujourd'hui que le projet d'un nationaliste arabe a quelque part échoué. Mais évidemment, avant la naissance des États-nations au Proche-Orient et en Afrique du Nord, avant le dessein par les empires coloniaux, par la France, par la Grande-Bretagne, l'établissement des frontières telles qu'elles existent aujourd'hui, il y avait des provinces avec des frontières fluctuantes et qui étaient dominées principalement par l'Empire ottoman. Et effectivement, il y avait une circulation des hommes, une circulation des marchandises, une circulation de la pensée et des idées qui était beaucoup plus fluide qu'après l'établissement des frontières. Donc ça, on est au début du XXe siècle. Il y a d'abord les accords de Sykes-Picot en 1916. Peut-être que je les prononce mal d'ailleurs. Oui, c'est les accords de Sykes-Picot qui vont dessiner la frontière. Donc c'est à la fin de la Première Guerre mondiale où Britanniques et Français vont s'accorder secrètement, parce que ce sont des accords secrets qui vont être révélés plus tard en 1917 avec la révolution bolchevique, qui va publier les archives de ces accords et qui révèle donc la naissance des États-nations et le partage du gâteau de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Donc la France aura la Syrie et le Liban et la Grande-Bretagne aura l'Irak et bien sûr la Palestine à qui elle avait, enfin en 1917, en novembre 1917, il y avait la déclaration de Balfour
avec une promesse d'un établissement d'un État juif en Palestine qui a été accordée par la Grande-Bretagne pour le Lord Rothschild. Et oui, parce que finalement, les frontières ont été très poreuses jusqu'à la création d'Israël en 1948. C'est la bascule, la création d'Israël. Oui, absolument. Avant 1948, il y avait énormément de mouvements. La frontière entre le Liban et la Palestine était une frontière qui était érigée par les forces britanniques et les forces françaises. Ça s'appelait le Tigard Wall. Donc c'était une frontière qui était en barbelé, en fil barbelé, mais régulièrement ce fil barbelé était découpé et régulièrement il y avait un passage de marchandises et il y avait un passage d'ouvriers parce que la Palestine britannique était beaucoup plus épanouie économiquement que le Liban. Donc il y avait beaucoup de travailleurs libanais qui partaient en Palestine pour trouver du boulot. Le port de Haïfa était le premier port du Proche-Orient, c'était pas du tout le port de Beyrouth. Donc il y avait une circulation qu'on n'arrivait pas à arrêter, et même si on le voulait, on pouvait pas, puisque les Libanais du Sud se sentent beaucoup plus proches des Palestiniens qui habitaient la Galilée que des Tripolitains, enfin ceux qui habitent le nord du Liban, ou même ceux de Beyrouth. Alors du coup, comment s'est matérialisée cette frontière ? Alors, le 23 mars 1949, il y a la signature de l'armistice entre Israël et le Liban qui fixe les frontières et avec la fixation des frontières, donc il y a une décision de l'ONU, l'ONU qui est fraîchement naissante, juste après la Seconde Guerre mondiale, et on va avoir un régiment de l'ONU, ou plutôt une institution de l'ONU qui s'appelle l'UNSTO, et qui observera le déplacement des frontières et qui existe même jusqu'à aujourd'hui. Et puis du côté israélien, on va bien étanchéiser ces frontières. Et puis comme vous le savez, lorsque les Palestiniens sont partis en 1948-49, lorsqu'il y a eu le nettoyage des frontières, les villages dépeuplés ont été détruits. Donc les Palestiniens qui voulaient revenir chez eux ne pouvaient pas, puisque leur village était pour la plupart détruit. Des Palestiniens qui se présentent à pied à toutes les frontières d'Israël, du plateau du Golan au nord à la bande de Gaza au sud. Ils arborent symboliquement les clés des maisons qu'ils ont dû fuir en 1948 et réclament le droit au retour. Pour eux, le 15 mai est le jour anniversaire de la catastrophe de 1948. L'exode des Palestiniens après des massacres commis par des groupes paramilitaires juifs. Ils étaient alors 800 000, aujourd'hui avec leurs descendants, ils sont 4 800 000 réfugiés dans les pays voisins. L'ONU, dès la fin 1948, a demandé le retour des réfugiés qui veulent vivre en paix. Israël refuse car les Juifs seraient alors minoritaires en Israël. Et aujourd'hui, l'armée israélienne a partout ouvert le feu pour protéger son territoire. À la frontière avec le Liban, 10 Palestiniens ont été tués et une centaine blessés. Cette année n'est pas comme les autres. C'est un message à l'intention des Palestiniens de l'intérieur pour leur dire que le droit au retour est imprescriptible. Sur le plateau contesté du Golan, à la frontière avec la Syrie, les tirs israéliens ont encore fait 2 morts. Les heurts ont également été violents entre la Cisjordanie et Israël, à quelques kilomètres de Jérusalem. Des militants palestiniens y ont déclaré vouloir démarrer aujourd'hui la 3e intifada. C'était un extrait du journal de France 24, daté du 16 mai 2011, où on entend que la Narba, c'est la catastrophe pour les Palestiniens, le début d'une longue série d'exodes. Beaucoup trouveront alors refuge au Liban, qui est le pays voisin et ami à l'époque. Mais très vite, c'est la désillusion. Les Palestiniens seront rapidement perçus comme une menace pour la stabilité politique au Liban et deviendront même par la suite des ennemis de l'intérieur. Alors, Jeanne Sfer, pouvez-vous nous expliquer ce que les Palestiniens ont appelé l'accueil à bras fermés, la trahison des frères arabes en terre libanaise ? En 1948, lorsque les Palestiniens vont quitter leur village, leur maison pour venir s'installer dans les pays voisins, ils pensaient que leur exil serait provisoire.
Et leur hôte également, au départ, pensaient que leur exil serait provisoire. D'ailleurs, le président de la République de l'époque, Bachar al-Khouri, avait demandé à tous les Libanais d'ouvrir leurs portes, d'accueillir les réfugiés. Mais plus l'exil s'éternisait, plus le problème des réfugiés palestiniens naissait. Et avec la naissance de ce problème des réfugiés palestiniens au Liban, il y avait un autre élément qui est le système confessionnel libanais. Le système confessionnel libanais n'accepte pas d'englober une population, de naturaliser en masse. De toute façon, c'était hors de question de naturaliser en masse les réfugiés palestiniens de l'époque, puisqu'ils menaçaient le fragile équilibre confessionnel. Donc, on assistait à une vraie crise humanitaire, une vraie crise politique. Et l'État libanais, qui était également tout frais naissant, il faut se rappeler qu'en 1943, le Liban a pris son indépendance. Donc, 1948, c'est 5 ans après. Et puis, il faut rappeler également que le Liban a perdu sa première guerre, qui était la première guerre israélo-arabe. Donc, il est fragile. Économiquement, il n'est pas viable et l'État est corrompu, puisqu'il y a énormément cette période de manifestations contre des députés qui étaient corrompus, contre le Premier ministre, contre le président de la République. Et l'afflux des réfugiés n'a fait que fragiliser une situation précaire. Le Liban, comme d'habitude, aujourd'hui, comme d'habitude, s'en est lavé les mains et ce sont les instances humanitaires et d'abord les missions religieuses et les instances humanitaires, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, les missions catholiques ou les missions sunnites, qui vont s'occuper de l'accueil des réfugiés pour préparer le terrain à l'arrivée de l'UNRWA, qui est l'agence de secours des réfugiés palestiniens. Et oui, vous l'évoquez, les réfugiés palestiniens d'ailleurs n'ont pas vraiment ce titre, ils ne dépendent pas du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Alors Kamel Doraï, vous êtes au téléphone avec nous en direct de la Jordanie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les Palestiniens ne sont pas des réfugiés comme les autres? Alors, ils ne sont pas des réfugiés comme les autres parce que, en fait, au début, mais Jeanne Sfer, qui est historienne, le sait certainement peut-être encore mieux que moi, mais au tout début, en fait, les pays arabes et les Palestiniens eux-mêmes n'ont pas voulu être considérés comme des réfugiés comme les autres, puisqu'ils souhaitaient, en fait, retourner dans leur pays et non pas s'installer de façon durable dans les pays d'accueil. Donc, une agence spécifique a été créée qui les a exclus, du coup, du régime général ou international de l'asile, qui est né un petit peu plus tard, en 1951, pour pouvoir préserver justement leurs droits au retour qui étaient garantis par des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU. Et de toutes les façons, les pays de la région, après 1951, que ce soit la Syrie, le Liban, la Jordanie, ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Donc de toutes les façons, l'asile en tant que tel, où le statut même de réfugié n'existe pas en tant que tel dans ces pays. C'est ça, ils sont considérés comme déplacés, mais pas comme réfugiés. Tout à fait, oui. Les Palestiniens alors, ont un statut un petit peu particulier. Ils sont considérés comme réfugiés puisqu'ils dépendent en fait de l'UNRWA, mais l'UNRWA n'a pas mandat de protection, un mandat d'assistance, mais un mandat de protection qui est extrêmement limité, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime général en fait qui est protecteur. Est-ce que vous pourriez nous redonner la signification de cet acronyme, l'UNRWA, s'il vous plaît? Alors c'est l'Office des Nations Unies de secours et de secours pour les réfugiés de Palestine, parce qu'à l'origine ça englobait également des réfugiés qui ont quitté la Palestine mais qui n'étaient pas palestiniens. D'accord. Donc ce qu'on voit, et d'ailleurs c'est une chose que remarque Henri Lorenz dans la préface du livre de Jeanne Sfer qui s'appelle « L'exil palestinien au Liban », il dit « Comment immigrer dans un pays d'émigration sans en modifier les équilibres précaires ?» C'est ça qui s'est passé au Liban. C'est ce problème qu'ont posé les Palestiniens en particulier. Oui, mais il faut rappeler qu'avant l'arrivée des Palestiniens, il y a eu aussi les Arméniens qui peuvent aussi poser problème dans l'équilibre précaire du Liban. Mais comme le Liban est construit sur ce système confessionnel, les Arméniens, et puis il a été construit par le mandat français,
qui, quelque part, ont favorisé la communauté chrétienne. Donc les Arméniens n'ont pas eu de problème, ils ont tout de suite été naturalisés et ils ont obtenu la nationalité chrétienne et ils sont devenus une communauté très active avec des députés et des ministres, donc actifs politiquement, actifs socialement et actifs économiquement. Par contre, pour les Palestiniens, il en était hors de question. Hors de question, d'abord pour les Palestiniens, parce qu'ils ne voulaient pas être naturalisés, parce qu'ils pensaient, comme l'a dit Kamel tout à l'heure, rentrer chez eux. Et pour les Libanais, comme en 1948, 75% des réfugiés palestiniens sont musulmans sunnites, 25% étaient des chrétiens, donc il était difficile de les englober. Par contre, entre 1952 et 1958, le président de la République, Camille Chamoun, a émis des décrets de naturalisation pour pratiquement la grande majorité des chrétiens réfugiés palestiniens qui ont pu être naturalisés, qui ont pu circuler librement, avoir accès à des professions, avoir accès à la santé, avoir accès à l'éducation, comme tous les Libanais. Alors que les autres, effectivement, subissent de fortes restrictions quant à l'accès au logement, au travail, à la scolarité, aux aides sociales. À la propriété. Ouais. En fait, le statut des Palestiniens est un statut, et Kamel pourra en parler mieux que moi, qui est un statut de citoyen de troisième catégorie, de même pas de citoyen. Ils n'ont pas le droit à l'éducation publique, ils n'ont pas le droit à la sécurité sociale, ils n'ont pas le droit à l'accès à 70 professions. Maintenant, il y a 2 ans ou 3 ans, ils ont changé cette loi qui permettait l'ouverture de certaines professions parce que le Liban a subi des pressions de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne en cette matière. Mais toujours est-il que être palestinien aujourd'hui au Liban, c'est être marginalisé de la société, de l'économie, de la vie politique et sociale et ne pas avoir accès à la citoyenneté. C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours cette situation qu'on observe ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour les réfugiés qui vivent dans les camps, absolument. Aujourd'hui, on compte près de 400 000 Palestiniens au Liban, selon le HCR, dont la situation ne s'est pas améliorée. Et même la situation générale du Liban se détériore aujourd'hui, d'autant plus que ont rejoint sur la terre libanaise maintenant des réfugiés syriens qui affluent depuis le début de la guerre en 2011. Eux aussi ont pensé trouver au Liban un refuge naturel. Kamel Daouraï, pourtant le Liban, dites-nous, qui est un État si faible, qui n'a même pas de chef de gouvernement, à peine une administration, comment ce petit pays fait-il pour gérer l'afflux des réfugiés syriens sur son sol ? Bien, en fait, il n'a pas eu un grand choix. Hein. Je veux dire, il existe depuis 1994 un accord de libre circulation, en fait, des ressortissants syriens qui sont libres de pouvoir se rendre sur le territoire libanais, de pouvoir y travailler. Il y avait un accord donc tout à fait particulier en fait de libre circulation, ce qui fait qu'avant même la crise, il y avait un très grand nombre de travailleurs syriens, plusieurs centaines de milliers, notamment 300 à 400 000, qui étaient déjà présents sur place. Et de fait, le Liban, comme vous l'avez dit, ne contrôle que de façon très limitée ses propres frontières. Et au tout début, il y a eu un élan de solidarité qui s'est développé, en tout cas jusqu'à l'automne dernier, jusqu'à l'automne 2014, où au final, l'État libanais, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons seulement de lien fort avec son voisin, ont au final plutôt accordé de façon assez bienveillante la possibilité aux ressortissants syriens de s'installer, sans qu'il n'y ait vraiment de reconnaissance d'un asile formel, puisqu'il n'y avait pas de statut, encore une fois, de réfugié en tant que tel, mais voilà, d'accueil de ce qu'ils appellent des invités sur le sol libanais pour qu'ils puissent y trouver une certaine forme de tranquillité, ou en tout cas une certaine forme d'asile. Et puis ensuite, avec l'arrivée croissante de cette population, puisque le HCR les chiffres à près d'1 million, même si la discussion sur les chiffres pourrait être assez intéressante, à partir de l'automne 2014, l'État libanais se met à durcir un petit peu ses lois, avec une volonté en fait de limiter l'entrée des réfugiés sur son sol. Ça, c'est la première chose, donc instauration d'un visa, remise en cause d'accords de libre circulation, et puis parallèlement une volonté d'essayer de limiter, ou en tout cas de rendre beaucoup plus difficile l'accès à une carte de séjour, à un emploi, de façon à pousser un peu une partie de ces réfugiés, soit à rentrer en Syrie, soit à repartir vers des pays tiers, donc
chercher l'asile, même le plus souvent illégalement et de façon très dangereuse pour traverser la Méditerranée. Et ce, dans la perspective d'essayer de maintenir le pacte national libanais qui repose donc sur ce système multiconfessionnel sur lequel est aussi fondée l'identité libanaise. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous pensez que cela suffira ? Alors, je pense que le Liban a beaucoup de problèmes outre la présence de réfugiés sur son sol. Donc, je ne crois pas que la question vienne interférer de façon très importante, puisque globalement, aujourd'hui, alors si la question palestinienne reste elle extrêmement sensible, puisqu'ils sont installés depuis plus de 60 ans sur le territoire libanais, la question syrienne aujourd'hui, elle n'est pas perçue de la même façon. Elle n'est pas perçue comme étant, à mon sens, une perspective de remettre en cause les équilibres confessionnels à l'intérieur du pays avec une installation durable de cette population. Parce que de toute façon, la présence syrienne est ancienne, elle est importante dans le pays, et je ne crois pas qu'il y ait une crainte de ce niveau-là. Il y a une crainte sécuritaire, il y a une crainte que le conflit en Syrie s'exporte au Liban, et ça je crois que c'est une des principales craintes, puisqu'il y a des parties prenantes libanaises, des partis politiques qui sont parties prenantes du conflit syrien, donc je crois qu'il y a une crainte sécuritaire, et puis aujourd'hui, et ça c'est de façon extrêmement sensible, une réelle pression sur l'ensemble du système scolaire, le système de santé, le logement, le marché du travail. On retrouve là une extrême pression liée à la présence des réfugiés syriens sur le sol libanais. La plaine de la Bekaa, la région la plus à l'est du Liban. Derrière cette barrière de montagne se trouve la Syrie, en guerre. C'est cette frontière poreuse que des milliers de Syriens fuyant les combats ont franchi pour trouver refuge au Liban. Ils sont aujourd'hui plus d'1,5 million disséminés sur tout le territoire, le tiers de la population libanaise. De confession sunnite pour la grande majorité, il représente un autre facteur de déstabilisation dans ce pays à l'identité fragile. Dans la région de la Bekaa, Ersal est la ville qui a accueilli le plus de réfugiés. Foyer sunnite, Ersal s'est rangé du côté de la rébellion dès les premières heures du conflit syrien. La localité est encerclée par des villages chiites acquis au Hezbollah. Aujourd'hui, Ersal est submergé par les réfugiés syriens. En l'espace de 3 ans, sa population est passée de 40 000 à 120 000 habitants. Partout, des camps de fortune poussent comme des champignons. Et la municipalité, en manque de moyens, doit gérer ce fardeau. Et oui, on le sait, la situation humanitaire est dramatique pour les réfugiés syriens, que ce soit au Liban ou ailleurs d'ailleurs, mais au Liban en particulier, la question est difficile parce que le pays n'a pas d'infrastructure pour accueillir ce million au moins, parce qu'on parle même d'1,5 million de Libanais, de Syriens au Liban, ce qui représente un tiers de la population libanaise quand même. Kamel Doraï, dites-moi, est-ce que vous pensez que tout ça peut faire exploser le Liban, vraiment ? Est-ce que la perspective, malheureusement, ce serait celle encore d'une nouvelle guerre ? Écoutez, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut quand même déconnecter la question des réfugiés, qui plus souvent sont des gens qui fuient les combats et ne les amènent pas avec eux, puisqu'ils n'ont pas du tout la volonté de reproduire, je pense, cette question-là, cette problématique-là, une problématique de conflit au Liban. Je crois qu'on est quand même loin de cette question-là. La vraie question aujourd'hui qui se pose, c'est, dirons-nous, elle est plus d'ordre effectivement humanitaire. C'est comment est-ce que la communauté internationale peut aider à régler cette question humanitaire en assistant de façon très importante, mais c'est ce qu'elle fait, c'est parmi les plus grosses opérations du HCR aujourd'hui dans le monde, se déroule en Turquie, au Liban et en Syrie. Moi je ne crois pas que c'est un facteur de déstabilisation en tant que tel. Je crois qu'effectivement il y a des échos dans la société libanaise, il y a des échos sur la scène politique libanaise, mais ce n'est pas la présence même des Syriens, c'est plutôt le conflit syrien en tant que tel
qui a, dirons-nous, exacerbé encore les dissensions entre les partis politiques opposés au Liban. C'est plutôt le conflit en tant que tel et le positionnement des acteurs politiques libanais par rapport à ce conflit qui peut générer des fortes tensions. Mais je ne crois pas que les réfugiés en tant que tels, c'est un problème qui est plutôt économique, qui est plutôt humanitaire, mais je ne crois pas que ça puisse apporter effectivement en tant que tel une force de déstabilisation dans le pays. Vous ne pensez pas que les tensions entre communautés au Liban peuvent produire une nouvelle guerre civile ? Les tensions entre communautés peuvent potentiellement déstabiliser le pays, mais je crois que c'est un rapport à une question politique plus ou moins interne au Liban. C'est-à-dire comment est-ce que les partis politiques et les acteurs politiques au Liban vont se positionner par rapport au conflit syrien. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un accord pour élire un président? Ça, c'est une question qui est une question interne. Et je crois qu'elle fait écho à ce positionnement par rapport à la guerre en Syrie, mais je ne crois pas que les réfugiés en tant que tels, c'est-à-dire que la présence de réfugiés puisse déboucher sur un conflit en tant que tel. Voilà. Mais je pense que c'est une question interne au Liban plus qu'un rapport à la population syrienne en tant que réfugié. Jane Sfer? Moi, je pense que en fait, il y a parce que j'ai été en avril dernier, j'étais en été aussi, et puis j'ai remarqué que dans certains villages, il y avait un couvre-feu qui avait été établi uniquement pour la circulation des réfugiés syriens, et qu'il y avait la police municipale qui circulait à partir de 6 heures du soir pour voir s'il n'y avait pas de réfugiés syriens qui se baladaient dans le village. Donc il y a des actes quelque part xénophobes, il faut le dire. Il y a une sorte de méfiance des Libanais vis-à-vis de cette population réfugiée. Il y a certains députés qui ont, comme Naila Touaini par exemple, qui ont eu des propos xénophobes contre l'arrivée des réfugiés syriens. Il y a certaines télévisions qui ont fait une propagande anti-réfugiés syriens. Il y a aussi tout le discours sur il n'y a pas d'emploi, on est dans une crise économique et les Syriens arrivent et ils vont voler le travail des Libanais. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de guerre civile, peut-être que l'exportation de la guerre syrienne vers le Liban n'arrivera pas, mais il y a certainement une déstabilisation au niveau des mentalités, au niveau de la fabrication d'un nouveau bouc émissaire, qui est le réfugié syrien aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi les derniers temps quand j'étais au Liban. Est-ce que vous avez ressenti une radicalisation des réfugiés syriens pour qui la situation, comme pour les Palestiniens d'ailleurs au Liban, la situation ne s'améliore pas? Est-ce qu'ils tendent vers ça? Non, pas du tout. Non, je pense que les réfugiés syriens veulent se faire oublier, veulent manger, veulent inscrire leurs enfants dans des écoles, veulent avoir accès à la santé, à la médecine, parce ils veulent avoir accès à l'eau. Ils ne sont pas dans la radicalisation, en tout cas pas pas la majorité et pas la grande majorité qui sont là. Puis ils espèrent que ça se termine pour qu'ils puissent rentrer chez eux. En août 2014, à la frontière libanaise, la menace intégriste se matérialise. À Ersal, des djihadistes du Front al-Nosra et de l'État islamique attaquent des barrages de l'armée et tentent de prendre le contrôle de la ville. L'armée entre en guerre. À l'issue de violents combats, plus d'une vingtaine de soldats sont tués, 24 kidnappés. L'attaque des djihadistes à Ersal illustre une réalité alarmante. Le mouvement sunnite ultra-radical de l'État islamique est aux portes du Liban. La bataille n'est pas terminée. Il y aura de plus en plus de voitures piégées contre les membres du Hezbollah. Je pense qu'il y aura aussi des assassinats, des deux côtés. C'est pourquoi je ne suis pas du tout optimiste pour la paix dans la région. Surtout quand l'État, comme au Liban et dans tous les pays arabes, est faible et qu'il ne rassemble pas. Quand celui qui gouverne échoue à rassembler les gens de toutes les communautés, ça favorise l'extrémisme. Et l'extrémisme est raciste ou religieux.
Nous avons peur de la partition, que notre chère patrie, le Liban, soit divisée, que la Syrie et l'Irak le soient aussi. Nous avons peur que le Moyen-Orient devienne, à l'image d'Israël, une multitude de petits États monoconfessionnels. Nous ne voulons pas de cela. Jian Sfer, Kamel Doraï, vous croyez en cette hypothèse d'une multitude de petits États confessionnels comme ça au Proche-Orient ? Je sais pas, Kamel, je vais réagir. Je ne pense pas, non, pour le Liban, je ne pense pas. En tout cas, tout le monde a eu peur de ça. Tout le monde, les nouvelles, que ce soit les nouvelles locales, nationales, transmettent. Vous savez que actuellement, le Liban vit une bipolarité politique entre ceux qui sont proches du Hezbollah, que ce soit une partie des chrétiens ou les chiites, et puis ceux qui sont proches du courant hariri, des sunnites, et qui sont également proches de la révolution. Bien sûr, on est divisé, mais il y a une chose qui m'étonnera toujours au Liban, c'est l'économie de la corruption qui marche à fond et qui fait que tout le monde est satisfait. Donc, on n'a pas intérêt à diviser le pays, parce que l'argent de la révolution transite par là, l'argent du régime de Bachar transite par là, l'argent des Irakiens transitent par là, donc il y a le secret bancaire. Il y a le Liban lave très très blanc, et le Liban a une économie de corruption qui fait que le Liban reste là, sans président de la République. Maintenant, c'est très très fragile. Jusqu'à quand, c'est ça ? Exactement. Mais comme tout le monde a intérêt pour que ça n'explose pas, donc j'ai espoir que ça n'explose pas. Kamel Doraï, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense qu'il faut éviter également les lectures trop confessionnelles des conflits dans la région. Je pense qu'il y a une dimension confessionnelle qui est incontestable et qui joue un rôle non négligeable. Mais les dynamiques, elles sont autres. Par exemple, si on regarde aujourd'hui une question à laquelle je m'intéresse beaucoup et qui est relativement peu développée aujourd'hui dans les médias, c'est la question des réfugiés palestiniens de Syrie. Ils sont plusieurs dizaines de milliers, ils sont plus de 40 000 au Liban, ils sont plus de 10 000 en Jordanie, ils sont déplacés, eux ils sont sunnites, et ils sont également déplacés tant par les forces de l'opposition, elle est sunnite, que par les forces du pouvoir qui regroupent ceux qui font toujours allégeance à Bachar el-Assad. Donc je crois qu'il y a des groupes comme ça qui échappent à des lectures confessionnelles et je crois qu'il ne faut pas trop se laisser emporter par ces lectures qui sont assez simples et qui permettent et qui donnent une vision assez tronquée de la réalité. La scène politique libanaise, elle est divisée. Elle est divisée sur des lignes confessionnelles, mais aussi sur des lignes politiques, comme l'a dit Jian précédemment. Il y a des chrétiens qui sont des deux côtés, il y a des druzes qui sont des deux côtés, et donc je ne crois pas qu'on puisse avoir une lecture, à mon avis, qui nous enferme un peu dans une logique très simpliste, et qui ne nous permet pas de comprendre vraiment ce qui se passe sur le terrain. Mais d'ailleurs, si on essaie d'être un peu optimiste, je sais que c'est difficile ces temps-ci, mais est-ce que vous pensez qu'on peut tirer quelque chose de bon, finalement, de cette recohabitation un peu forcée entre Syriens, Libanais, Palestiniens, même à très long terme ? Écoutez, à titre personnel, moi je pense quand même que... Alors si Jian a eu tout à fait raison de mentionner, c'est couvre-feu, et ainsi de suite, qu'on constate quand on va dans certains villages et certaines villes libanaises, depuis le déclenchement de la crise, si on constate des formes de discrimination très très importantes sur les Palestiniens de Syrie, aussi bien au Liban qu'en Jordanie qu'en Turquie. Alors ça, c'est des aspects très négatifs, mais on voit quand même, malgré tout, force est de constater et de reconnaître que les États dans la région ont ouvert leurs frontières, à la différence de l'Union européenne et d'autres pays, et massivement, pour accueillir ces réfugiés. Force est de constater, moi j'étais à Tyr encore la semaine dernière, que malgré tout, des formes de solidarité locale sont très développées. Alors même si évidemment on constate du racisme, des tensions dans certains lieux, sur certains segments du marché du travail, et dans la société libanaise évidemment, mais globalement je suis toujours surpris par la capacité de réaction des pays de la région et des capacités vraiment de développer des formes de solidarité locale entre voisins, au sein d'un même quartier, dans des écoles, pour essayer de subvenir aux besoins des plus démunis.
Jeanne Sfer ? Oui, il y a aussi une autre dimension, c'est le développement des ONG. En fait, il y a tout un marché d'ONG qui a fleuri après la crise des réfugiés syriens. Et il y a certaines ONG qui sont fondées par des Libanais, par la société civile libanaise, qui vient secourir directement les réfugiés, qui offrent, qui vont ouvrir des classes pour continuer une éducation à l'intérieur des camps. Donc, c'est le cas de quelques ONG qui sont installés dans des camps de réfugiés syriens un peu partout. Oui, il y a des formes de solidarité, mais ces formes de solidarité sont aussi fragiles, puisque le problème des réfugiés syriens va durer dans le temps, autant que la crise syrienne va durer. Et on croyait que le régime de Bachar el-Assad allait disparaître du jour au lendemain, et en fait, on se rend compte que ça va durer encore des années, des années, des années. Des jardins jadis fleuris de mille essences ont porté au firmament du temps la mémoire de la terre de Phénicie. Porté ce souvenir ultime au songe des hommes de la nuit, au-delà de la profanation des guerres. Les jardins et les images et les songes oubliés, meurtris du sang de la terre outragée, cette terre à fruits qui ne donne plus que des fruits de plomb, des fruits de mort. Où se cache la terre de Phénicie aujourd'hui ? Jadis, l'émir œuvrait pour l'essor des vergers, dans l'ombre de Beit ed-Din, le sanctuaire où les bassins de mosaïque abritaient le savoir. Les bibliothèques de cèdre présentaient livres et manuscrits, les salons damassés s'ouvraient comme autant de tribunes aux philosophes, aux savants, aux chanteurs, aux danseurs. Tous, d'un même élan, cultivaient l'essence de l'homme à l'abri des inquisiteurs de la nuit. Mille fois terrassé, mille fois souillé, l'eau pâle garda l'immaculée pureté des fonds marins. Merci à tous. Je rappelle que Jeanne Sfer, vous êtes l'auteur de L'exil palestinien au Liban, ouvrage coédité par Cartala et l'Institut français du Proche-Orient et paru en 2008. Kamel Doraï, vous êtes l'auteur des articles Liban et Palestine pour le Dictionnaire des migrations internationales, paru chez Armand Collin en 2015. Tous ces ouvrages sont bien sûr référencés sur la page internet de l'émission, où vous pourrez également réécouter ou podcaster l'intégralité de cette grande traversée. Les extraits de films diffusés étaient issus du documentaire de Katia Jarjoura, intitulé « Liban, de fracture en fracture », diffusé sur Arte le 2 décembre 2014. Prise de son et mixage, Cédric Chatelus, Claire Levasseur et Alain Joubert. Préparation Flora Isidore, réalisation Thomas Duterre. Les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée, une émission d'Odémilie Judaïque. Demain, les hommes aux semelles de vent poursuivront leurs itinérances. Cette fois-ci, en compagnie des Grecs, dont les colonies en Méditerranée firent si longtemps face au comptoir phénicien, justement. D'ailleurs, il en est pour qui l'Odyssée serait inspirée de l'épopée phénicienne. Pour le savoir, rendez-vous demain dès 9h sur France Culture. D'ici là, belle journée à tous. On se quitte avec Camilla Joubran et ce titre, A Letter from an Exiled.